Bonjour à tous, merci d'être avec nous ici, Porte de Versailles. Et je dis aussi bonjour à tous ceux qui nous regardent via les liens visio de leur domicile ou de leur travail. Donc 1 heure d'échange sur une thématique que vous voyez s'afficher derrière moi, le fluvial et le ferroviaire, l'heure de l'alternative, évidemment marquée par la préoccupation environnementale et la priorité à la décarbonation. 6 intervenants aujourd'hui pour discuter de cette thématique. Jean-Marc Zulesi, vous êtes député des Bouches-du-Rhône et président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À votre droite, Paul Mazato, qui est directeur du programme fret ferroviaire de SNCF Réseau. Vous avez aussi à votre droite Chris Danaradjou, qui est directeur général adjoint en charge du développement d'Aropa, bien connu en région parisienne. À votre droite, Yann Tréméac, qui est chef adjoint du service transport et mobilité de l'ADEME. Christine Morel, présidente de la commission fluviale de TLF. Et enfin, Lionel Rouillon, qui est directeur du développement d'un autre gestionnaire d'infrastructure, VNF, Voies navigables de France. Alors, l'intitulé est très clair, l'heure de l'alternative. C'est une sorte de dramatisation et je voudrais tout de suite commencer avec vous, monsieur le député. Il y a eu beaucoup de travail parlementaire pendant les 5 dernières années, de 2017 à 2022. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Comment vous voyez, vous, ce passage au ferroviaire, au fluvial, au multimodal, puisqu'on sait que tout ça se fait dans un contexte de multimodalité. Comment vous voyez d'une certaine façon le passage aux concrétisations après toutes ces promesses, toutes ces élaborations, le schéma national du fret ferroviaire, etc. Comment vous voyez cette période? D'abord, merci pour l'invitation et bravo pour la qualité, je pense, à venir des échanges. Moi, je vois ça avec optimisme. Optimisme parce que nous avons, et la table ronde le montre, nous avons des acteurs qui sont prêts à avancer sur le sujet. Il y a une prise de conscience aussi au niveau des entreprises dans le fait que le fluvial et le ferroviaire sont des alternatives crédibles. Il y a eu une volonté du législateur, je l'ai porté notamment dans la loi d'orientation des mobilités, d'une stratégie nationale sur le ferroviaire, avec notamment un volet important sur le développement du fluvial. On a eu aussi dans le cadre du plan de relance une volonté de mettre des moyens supplémentaires dans les infrastructures en lien avec le fluvial. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin, il faut accélérer. Suivant 4 points, notamment sur le sujet du fluvial, c'est le fait de pouvoir renforcer le maillage fluvial dit grand gabarit. Et il y a un exemple qui illustre cela, c'est notamment le canal Seine-Nord. Le canal Seine-Nord, c'est un magnifique exemple qui permet de pousser le fluvial et qui permet justement d'offrir des alternatives crédibles à l'utilisation de cette solution. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la modernisation à la fois de la gestion des ports, mais aussi des flottes. Et là, je pense que le législateur, la représentation nationale, les services de l'État doivent être en capacité d'accompagner à la fois la transformation numérique, de manière à pouvoir passer du fluvial au ferroviaire de manière plus simple, sans rupture de charge, améliorer la qualité de service. On a un gros sujet aussi d'accompagnement du verdissement des différentes flottes sur le fluvial. Et là, je pense que le sujet a été trop peu traité. Jusque-là, on doit être en capacité d'accompagner la transformation énergétique. Le troisième volet, je pense qu'il est lié au développement aussi économique du foncier autour des ports fluviaux. Et là, je donnerai un exemple de territoire. Il y a un gros travail qui est mené notamment par le maire d'Arles, qui a une volonté d'avoir un port tout proche de sa commune, de sorte à ce que nous puissions mettre le paquet sur le fluvial en lien avec le fret ferroviaire et tout le travail que nous avons mené, notamment sur la gare de triage de Miramas. Et puis, le dernier point, c'est de considérer que, au final, le fluvial est aussi une solution très intéressante autour de la logistique urbaine. On nous parle beaucoup des zones à faible émission mobilité. J'entends, moi, les inquiétudes, mais on ne parle pas assez de l'alternative du fluvial qui apporte de véritables solutions à condition, notamment
dans les collectivités territoriales de considérer le fluvial comme une priorité. Donc moi je pense que les voyants sont au vert. Il faut simplement, je mets le simplement entre parenthèses parce que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais que la représentation nationale, les services de l'État puissent considérer qu'au regard des compétences que nous avons sur ce territoire, des entreprises que nous avons sur ce territoire, eh bien, nous devons dresser le tapis rouge de sorte à ce que nous puissions exploiter au mieux les solutions offertes par les acteurs du fluvial et du ferroviaire. Merci beaucoup, monsieur le député. On reviendra tout à l'heure dans le détail sur un certain nombre de conditions d'accès et de conditions opérationnelles. Et ça se tombe bien, vous avez beaucoup insisté sur le fluvial à l'instant. On a le directeur du développement de VNF, on a aussi le directeur général adjoint d'AROPA qui vous pourront parler de cette correspondance des modes. Mais juste avant de leur donner la parole, et puis aussi à Christine Morel et à Paul Mazato, je voudrais vous demander, Yann Tréméac, de votre point de vue de l'ADEME, comment vous voyez ce report modal ? On est passé par des étapes un peu hésitantes il y a quelques années. On s'est dit, le report modal, est-ce que c'est bien valable? Et puis tout d'un coup, ça revient au centre du jeu parce que la crise environnementale, parce que l'urgence de la transition énergétique. Comment vous voyez-vous, de votre œil de l'ADEME, ce report modal des marchandises sur le fleuve, sur le fer? Je pense qu'effectivement, c'est bon de rappeler, de recontextualiser dans quelle situation on est. Le réchauffement climatique, ça devient une urgence, les enjeux sont présents. C'est en ce sens-là que ça repositionne finalement l'usage de ces modes ferroviaires et fluviaux comme des solutions pour décarboner le secteur des transports. Utiliser le fluvial et ferroviaire, il faut le redire d'ailleurs, déjà, c'est que c'est un impact énorme en matière de réduction de consommation énergétique et de bilan carbone. Donc ça, c'est les premières qualités. Il y a bien d'autres bénéfices. On parlera de désengorger les routes, de pouvoir limiter l'accidentalité. Mais au-delà de ça, ce qui va être vraiment fondamental dans les années à venir, c'est de pouvoir positionner l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique dans une démarche de complémentarité entre modes et vraiment que l'ensemble des modes finalement se parlent. Ça peut être très utile pour un transporteur routier d'utiliser le mode ferroviaire et fluvial. On vit tous la crise énergétique en ce moment, avec des impacts sur le coût du carburant. On peut par ailleurs connaître une tension sur le recrutement. Et là, le mode ferroviaire et le mode fluvial sont des atouts pour ces acteurs-là, pour les acteurs du transport routier, pour les commissionnaires, pour les donneurs d'ordre, pour les chargeurs, pour pouvoir, tout en décarbonant le secteur des transports, transporter la marchandise que les citoyens appellent chaque jour pour consommer. Donc décloisonner, justement, je voudrais juste vous demander, Jean-Marc Zulesi, vous faites beaucoup d'auditions au sein de la commission parlementaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez l'impression que ça se décloisonne un peu? Est-ce que les différents modes se parlent? Est-ce que vous avez l'impression que chacun reste encore un peu chez soi, alors que, pour le coup, les marchandises doivent transiter par plusieurs modes la plupart du temps? Le sujet, c'est pas tellement de savoir si les acteurs se parlent, parce que oui, ils se parlent et ils n'ont pas besoin de la représentation nationale. En revanche, je pense qu'on aurait matière à travailler à lever tous les freins qui existent aujourd'hui pour passer d'un mode à un autre. Et justement, travailler sur la complémentarité des différents modes. Et là, je pense qu'on a encore un certain nombre de choses à faire, notamment d'un point de vue réglementaire. Alors, avant d'aborder la question de l'infrastructure qui est décisive, je voudrais demander à Christine Morel l'avis de ceux qui sont les premiers intéressés à l'usage de ces infrastructures, en l'occurrence fluviales, puisque vous présidez la commission fluviale de TLF. Vous, quelles sont vos priorités aujourd'hui pour que cette alternative, comme le dit l'intitulé de cette conférence, soit réellement crédible pour vos adhérents? Oui, bonjour. Alors, je pense que de toute façon, on est déjà crédible puisque du transport fluvial, il y en a déjà. On travaille au quotidien sur le développement du report modal, mais ce qui vient d'être dit est tout à fait sensé. Il faut peut-être dédramatiser un petit peu la lenteur dont peut souffrir le mode fluvial. Montrer aussi les avantages qui sont la faible accidentologie et le faible encombrement de nos voies navigables aujourd'hui. L'argent qui est investi est dans la construction d'un nouveau canal
qui va ouvrir tout un tas d'avantages au report modal et au développement du transport multimodal et de la massification. Donc tout ça, ce sont des sujets qui sont connus, mais par un petit nombre de chargeurs. Donc il faut faire connaître davantage les possibilités et puis les adapter à la logistique et à la supply chain. Parce que quand on regarde le bilan du fluvial, il coche quand même beaucoup de cases. Vous en avez rappelé quelques-unes, il y en a d'autres. Donc vous pensez que la première étape, c'est une sorte de pédagogie, d'information à destination des chargeurs, des opérateurs? Oui, je pense effectivement, ça passe par une certaine pédagogie. On en discutait juste avant la conférence. On est un mode qui représente aujourd'hui en France malheureusement que 3% du total des trafics de marchandises, qui pourrait être bien plus élevé. Aujourd'hui, il n'existe pas réellement une formation pour devenir spécialiste de l'affrètement fluvial. On y travaille, c'est des choses qui sont techniques, mais tout à fait possibles dans l'adaptation chez les chargeurs, dans les sociétés de logistique, les commissionnaires, etc. C'est effectivement un processus à mettre en place, mais il faut communiquer, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, d'avancer les sujets et de les travailler pour pouvoir les transcrire dans la réalité. Yann Tréméac, c'est une de vos missions, de porter sur la place publique les avantages des modes économes en carbone. Alors, au-delà d'être une mission de l'ADEME, c'est une mission collective. C'est un message et un langage qu'on doit tous tenir. Je veux dire, lutter contre le réchauffement climatique, c'est l'affaire de chacun. Donc, dans ce cadre-là, typiquement, on a lancé un programme C2E, qui est le programme Remove, qui a justement pour objectif de réunir ensemble les acteurs du fluvial, du ferroviaire, du maritime, du portuaire et les donneurs d'ordre, c'est-à-dire typiquement les transporteurs routiers, les chargeurs, les commissionnaires, pour que chacun déjà se parle et réfléchisse à comment on va déjà améliorer la performance énergétique de ces modes, donc du mode ferroviaire, fluvial, maritime, mais aussi comment on va faciliter et rendre concret le report modal d'une partie de ces flux routiers vers ces modes massifiés. Donc c'est vraiment l'enjeu de ce programme Remove qui associe une grande partie des acteurs de l'écosystème. Plusieurs sont autour de cette table, que ce soit VNF, les acteurs du ferroviaire avec SNCF Réseau, les acteurs du portuaire avec l'UNIM par exemple, le cluster maritime français, et bien sûr l'ensemble des organisations professionnelles du transport routier, que ce sont OTRE, TLF, la FNTR ou encore les chargeurs représentés par la UTF. Donc voilà. Et concrètement, sur ce programme Remove, comment vous allez procéder dans les années qui viennent avec tous ces acteurs? Concrètement, déjà, on va tous se parler, tous travailler ensemble, avec un premier objectif de favoriser l'engagement volontaire des acteurs, des opérateurs de ces transports massifiés pour s'améliorer, pour améliorer leur performance énergétique. Et ensuite, définir, expérimenter, typiquement des incitations, et par exemple financières, pour transférer une partie des modes routiers vers des flux routiers, vers ces modes massifiés. Ça reposera sur de la sensibilisation, ce qu'on pourrait appeler de la pédagogie, mais aussi sur de l'accompagnement technique qui sera fait notamment par les acteurs qui sont là encore présents autour de cette table, et comment on va finalement engager l'écosystème des acteurs vers ce report modal de manière concrète. Avec un peu d'incitation à l'atelier, vous venez de le dire. Tout à fait, il y aura un volet d'incitation financière pour favoriser justement ce report du mode routier vers les modes massifiés. Comment, s'il y a un écart, et comment on va aussi valoriser le gain environnemental, le gain en matière d'amélioration de consommation énergétique, à utiliser le mode fluvial, ferroviaire et maritime par rapport au mode routier. Et là encore, les acteurs du transport routier doivent percevoir ces modes. Et quand je dis les acteurs du transport routier, c'est plutôt les donneurs d'ordre. Donc, je n'oublie pas commissionnaires, chargeurs et pas me faire taper sur les doigts, et les transporteurs routiers, pour qu'eux-mêmes identifient ces modes comme des compléments, comme une manière... C'est pour ça que le terme alternatif, moi, ne me va pas, ce sont des modes à part entière. Il faut vraiment qu'on puisse se dire que ce sont des modes à part entière, que si les répartitions modales sont ce qu'elles sont actuellement, on a devant nous toute une trajectoire qui est nécessaire pour notre société, pour engager justement la décarbonation du secteur des transports. Sachant qu'une ou deux tables rondes ont déjà montré depuis ce matin, les actionnaires des chargeurs, notamment, poussent beaucoup à
à d'autres moyens d'assurer leur logistique pour des questions de valorisation environnementale de leur entreprise. Donc c'est un facteur de plus qui incite à ce report modal. Mais ça, ce n'est pas tout à fait l'objet de cette table ronde. On va plutôt voir là comment on fait pour améliorer cette compétitivité. Et justement, Lionel Rouillon, vous êtes directeur du développement d'un gestionnaire d'infrastructure, fluvial en l'occurrence, VNF. Mais quand on s'est parlé, vous m'avez dit en introduction, on a beaucoup pensé infra, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi parler beaucoup de compétitivité des modes massifiés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Oui, alors, comme il était dit juste avant, les modes fluviaux, c'est la même chose pour le fer également, sont des modes qui poussent au transport combiné. On doit pouvoir s'organiser, qui avec les transports routiers en amont, en aval, qui avec les manutentionnaires sur les plateformes, etc. On a beaucoup pensé l'infrastructure qui est un élément très important du transport à proprement parler. Mais ce qui intéresse les chargeurs, c'est la compétitivité de l'ensemble de la chaîne. Il se trouve que maintenant, aujourd'hui, on est en train d'avancer sur la mise au grand gabarit de toute une partie de notre axe nord, ce qui fera des gains de compétitivité assez importants. Mais on ne pense pas suffisamment à l'émergence des plateformes multimodales, trimodales en l'occurrence, et à la complémentarité fer-fleuve. Si vous arrivez et que vous avez un mode de transport très performant, mais que la manutention à l'entrée de ce mode et que la manutention à la sortie de ce mode ne l'est pas, à la fin du fin, tout le gain de compétitivité que vous allez avoir sur le transport, vous le perdez en amont et en aval. Ça ne marche pas. D'où le fait pour VNF, d'une part, d'avoir révisé sa politique portuaire. On est concédant d'un certain nombre de ports intérieurs et de commencer à faire venir des acteurs de premier plan de la logistique sur nos plateformes portuaires pour véritablement monter en gamme de ce point de vue-là et réussir à avoir des gains de compétitivité assez importants sur l'ensemble de la chaîne. De la même manière, on met en place, et le député Zulesi le disait, on met en place des services numériques qui permettent d'intégrer l'ensemble de la chaîne. Et donc, progressivement, pour l'instant, on est en train de mettre en place l'équivalent du Waze du fluvial. Progressivement, on intégrera également les réservations de places dans les ports pour pouvoir se poser et ne pas avoir ces temps de latence qui peuvent tout simplement vous faire perdre de la compétitivité. Donc ça, c'est le deuxième temps après, avec nos amis d'Aropa ou également de la CNR. Mais au fur et à mesure, on gagne en compétitivité là-dessus aussi. L'infra, on en parlait, mais aussi, au-delà de l'infra, il y a une question de la flotte. Et sur la flotte, on avance pas mal sur la modernisation de la flotte, trop lentement, mais quand même. On a, jusqu'à l'année dernière, on avait un fonds de 30 millions d'euros sur 5 ans pour pouvoir accompagner la modernisation de la flotte, faire en sorte qu'elle monte en gamme. Quand on va ouvrir Seine-Nord, c'est les flottes belges et néerlandaises qui vont pouvoir accéder complètement au réseau, notamment Seine français. Bon, il faut qu'on soit au niveau, il faut que la flotte française soit au niveau. Et donc, ça implique de monter en gamme, d'avoir des éléments plus importants. On a des éléments de subvention comme ça s'appelle le PAMI. 30 millions d'euros jusqu'à l'année dernière. On double l'AMI cette année, on attend la validation de la Commission européenne, mais 60 millions d'euros sur les 5 prochaines années. C'est encore pas suffisant, mais c'est déjà un point. Et puis, dernier élément. Juste sur la flotte, qu'est-ce que ça signifie la flotte de l'avenir? C'est des bateaux autonomes, c'est la propulsion électrique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est plusieurs points. Oui, on est en train de travailler sur l'expérimentation de bateaux autonomes, plutôt cette fois-ci sur le réseau petit gabarit pour pouvoir décroître les coûts et rendre à nouveau la flotte compétitive sur le petit gabarit. Petit gabarit, c'est 250 à 350 tonnes. Vous voyez bien, quand on compare à du grand gabarit à 3500 tonnes, le coût de revient à la tonne n'est pas tout à fait le même. Si vous avez du bateau autonome, vous pouvez compenser en partie. Donc on est en train de tester, là maintenant, on a gagné un programme européen là-dessus. Deuxième élément, c'est la décarbonation, surtout. On a sorti une étude partielle fluente sur le Rhône qui nous a permis de poser un chemin de décarbonation, si je vous le dis en bref, pour le transport fret, pour la mobilité. Il y a les besoins à quai, ce sera de l'électricité, donc on électrifie nos quais pour pouvoir brancher l'ensemble des unités quand on est statique sur le quai. Et quand on est en mobilité,
2050, on sera plutôt clairement sur du développement d'hydrogène. Alors à voir si c'est de la pile à combustible ou de l'injection directe, mais on sera sur du développement d'hydrogène. D'ici là, on a quand même besoin de pouvoir continuer à transporter et en même temps décarboner assez fortement. Notre étude permettait de voir 2 ou 3 pistes. Une piste qui est le HVO et qui permet de décarboner à 90%. Et qui nous permettrait là, d'ici quelques années, de faire basculer une grosse partie de la flotte sans modification des moteurs. Point important. Donc sans coût supplémentaire et besoin d'amortissement. Il a son petit frère, son petit cousin qui est le BTL, qui est le même carburant, mais c'est une autre manière de le produire. Et puis il y a également un point qu'on teste qui est du gaz avec GRT Gaz sur un projet Green Delivery. Alors, je vous parle des deux. Green Delivery, on en est aux phases du test. Le HVO, on en est en phase où on pourrait passer à l'industrialisation. On est en phase de pré-série, en quelque sorte. Donc, la chaîne logistique commence à se mettre en place et on pourrait basculer assez rapidement. De fait, on va sans doute faire le test sur un autre secteur qui est le tourisme, pour des petites unités, mais sur des régions entières en 2024. Merci. Je vous avais interrompu. Vous aviez encore un point sur votre stratégie. Oui, sur la compétitivité, il y a un point qui est important, c'est que on peut se dire que le transport fluvial, même la chaîne logistique complète, est compétitive. Et le sera encore plus avec l'accord qu'on a signé avec SNCF Réseau pour pouvoir faire émerger des plateformes trimodales, baisser nos coûts unitaires, baisser les coûts unitaires également des transports ferroviaires de ce fait-là, qui sont branchés sur les mêmes plateformes. Mais changer un moment de chaîne logistique, ça coûte des sous. Ça coûte de l'argent. Tout le monde n'a pas forcément les fonds nécessaires. Et puis, c'est un risque. Pourquoi pas le dire aussi? On a mis en place, on est en train de terminer de mettre en place les systèmes pour accompagner les chargeurs ou les gestionnaires de chaînes logistiques pour pouvoir faire cette transition. Financièrement, ça se traduit chez nous par un programme qui s'appelle le PARM, qui est un programme de subvention, qui est doté d'une vingtaine de millions d'euros sur 5 ans. Et c'est le programme dont parlait également Yann sur les certificats d'économie d'énergie. Mais c'est aussi, avec E2F, un centre de service, il ne porte pas exactement ce nom-là, mais qui fait que si vous avez un besoin, l'appel d'offres est sorti lundi. Donc si vous avez un besoin, tapez à la porte et vous êtes accompagné de bout en bout pour réaliser cette transition. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, Chris Danaradjou, Lionel Rouillon a évoqué tout à l'heure le travail avec Aropa. Il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment. Récemment, 2 présidents de région, Normandie et Centre-Val de Loire, Hervé Morin et M. Bonneau, ont contractualisé avec Aropa, avec l'État, un investissement de 20 millions d'euros, je crois, pour un terminal aux Aubrais. Donc on se dit, mais que vient faire Aropa là-dedans? En fait, pour vous, c'est assez décisif de travailler sur l'Interland, loin de vos bases portuaires, pour justement convaincre l'ensemble des partenaires de recourir à vos services. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, en fait, on a parlé d'infrastructure, on a parlé de flotte. Aujourd'hui, pour développer aussi le recours au fluvial et au ferroviaire, il faut de nouveaux services et donc de nouvelles destinations, en fait. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Et donc, assez régulièrement, nous, effectivement, pour susciter des nouveaux services fluviaux ou ferroviaires, on lance des appels à manifestation d'intérêt avec des aides à la clé pour pouvoir démarrer de nouveaux services. Alors, l'axe Seine en fluvial est déjà bien doté, en fait. Donc, on estime qu'il y a une trentaine de services réguliers fluviaux, en fait, qui desservent les différentes plateformes de l'axe Seine. Et l'axe Seine est bien quadrillé en terminaux, quoi, en fait. On contrôle Aropa Port sur l'ensemble de l'axe Seine une vingtaine de terminaux, c'est-à-dire une vingtaine d'endroits où vous pouvez charger ou décharger les conteneurs, quoi, en fait. Donc c'est ça qui participe aussi à l'attractivité d'un territoire. Sur le ferroviaire, là, il n'y a pas de mystère. Effectivement, maintenant, pour étendre notre Interland au-delà
de l'axe Seine, de la région Île-de-France et de la région Normandie, qui sont bien desservis par le fleuve, pour étendre notre hinterland au-delà de ces deux régions principales, on compte beaucoup sur le ferroviaire. Donc on a un certain nombre de services aujourd'hui qui existent, qui relient les ports du Havre et de Rouen à des plateformes comme bien sûr Valenton en Île-de-France, mais aussi Lyon, Chalon-sur-Saône, des destinations comme Bordeaux, Vierzon, etc. Et là encore, en fait, pour étendre cet hinterland naturel, il faut développer encore de nouveaux services, donc avec des aides au démarrage, donc pour que les opérateurs se positionnent sur ces nouveaux services. Et aussi, il faut bien sûr effectivement développer de nouveaux chantiers de transport combiné. Vous avez cité le cas de la région d'Orléans, en fait, cette plateforme des Aubrais, qui étend notre hinterland naturel à ce centre Val-de-Loire, d'où on sait qu'effectivement, il y a plein de flux en fait, qui remontent ou qui redescendent vers l'axe Seine. Donc, c'était très pertinent finalement d'avoir une plateforme à cet endroit-là, mais il y a plein d'autres endroits en fait autour de l'axe Seine où on peut encore réactiver des chantiers de transport combiné, développer des origines-destinations entre les ports et ces plateformes pour pouvoir effectivement reconstruire une chaîne modale en fait avec le recours au fluvial et au ferroviaire de bout en bout. Les perspectives de croissance du transport combiné sont très fortes. Ce n'est pas simplement des proclamations x3, mais ce sont aussi les chargeurs, les commissionnaires qui confirment que la demande est de plus en plus forte, ce qui veut dire développer des terminaux, notamment, pas seulement, mais notamment. Est-ce que la question est valable aussi pour Lionel Rouillon? Est-ce que de ce point de vue-là, on peut accélérer un certain nombre de choses? Il y aura d'autres tables rondes pendant les CITL qui montreront que parfois les tracasseries administratives ralentissent les chantiers. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Comment vous voyez les choses du point de vue des terminaux? Alors, encore une fois, les terminaux sur les ports existent déjà, ils sont bien développés, donc on peut toujours améliorer des choses. On continue bien sûr à investir sur ces terminaux pour améliorer l'accessibilité, pour les connecter le mieux possible. En fait, le dernier exemple en date, c'est le projet qu'on appelle la Chatière, qui est un accès fluvial à Port-de-Mille, en fait, qui est le terminal maritime. Donc demain, effectivement, les barges pourront accéder plus facilement, effectivement, aux terminaux maritimes, toujours pour essayer d'avoir cette fluidité entre les modes maritimes, fluviaux, ferroviaires. Donc ça, on continue à investir sur les plateformes ferroviaires. Après, au-delà, effectivement, sur les destinations à l'intérieur de l'Interland, là, il faut trouver effectivement du foncier, il faut trouver effectivement des infrastructures qui existent, les réactiver. Et donc là, on travaille beaucoup avec SNCF Réseau pour essayer de voir effectivement quelles sont les plateformes qui sont les plus intéressantes. Et puis, effectivement, il faut reconstruire cette chaîne logistique, en fait, convaincre les chargeurs que passer par ces nouvelles plateformes leur permet de gagner en efficacité et effectivement en sobriété énergétique. Avant de donner la parole aux ferroviaires, on arrive toujours aux ferroviaires à un moment ou à un autre. Lionel Rouillon, un mot sur ces plateformes et ces terminaux? Oui, alors sur les terminaux, la question à un moment se pose de se dire, finalement, est-ce que nos ports maritimes veulent jouer à l'égal des ports maritimes du nord de l'Europe? Ça implique que vous avez une question de flux à traiter. Et les ports maritimes du nord de l'Europe l'ont très bien montré. Si vous embranchez pas de manière très compétitive avec les modes lourds, que ce soit le fer, que ce soit le fleuve, tout simplement, vous n'avez pas la capacité de gérer le flux. Vous êtes complètement engorgé au bout d'un moment par les camions et vous topez contre un plafond de verre. Donc, c'est même pas une question de choix. C'est pas le choix, est-ce que je fais du fluvial, du ferroviaire, du terrestre? C'est est-ce que je veux simplement jouer dans la cour du nord de l'Europe ou pas? Si oui, il y a des conditions. Si j'accepte pas ces conditions, je le ferai pas, tout simplement. Paul Mazato, un mot, Jean-Marc Zoézy, avant de donner la parole à Paul Mazato. Juste un mot très important parce qu'on va avoir un texte de loi lié au développement de ce qu'on appelle l'industrie verte. Et je pense qu'on a une opportunité là d'accélérer un certain nombre d'infrastructures en lien justement avec la décarbonation de nos modes de transport. Donc n'hésitez pas là aussi à nous faire remonter vos propositions permettant justement de répondre aux problématiques que vous avez citées. Merci. Paul Mazato, donc, directeur du programme de fret ferroviaire à SNCF Réseau. On a vu que les chiffres, on ne parle pas de la période là depuis quelques semaines, mais on a vu que sur les 2 dernières années, les chiffres s'étaient améliorés de croissance du fret ferroviaire. Mais pour tenir les objectifs de doublement à 10 ans, de triplement du transport combiné, il faut passer à la vitesse supérieure. Est-ce que le mode ferroviaire est prêt? Est-ce que le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire est prêt à passer résolument à une période de croissance?
On a vu que pendant longtemps, on avait une décroissance, puis une stagnation. Est-ce que vous êtes prêt à entrer directement dans une période de croissance forte? Et oui, si oui, à quelles conditions? Oui, bonsoir. Alors tu as tout à fait raison. Nous avons connu une phase de déclin du fret ferroviaire assez prononcée depuis un pic en 1974. 35 ans de déclin. Et maintenant, nous sommes dans une phase de croissance. En tout cas, on a eu une phase de croissance assez prononcée en 2021 et 2022. En gros, la part modale du fret ferroviaire est passée d'un peu plus de 9% à presque 11% en l'espace de 2 ans. Donc on est sur cette trajectoire qui, si elle se poursuivait, au-delà des petits soucis conjoncturels, pourrait nous permettre d'arriver vers 18-20%, qui est l'objectif que tout le secteur et les pouvoirs publics espèrent atteindre. Alors, pour y parvenir, il y a un grand nombre d'éléments techniques. Vous avez cité fort justement les terminaux du transport combiné, les chantiers de transport combiné. Et nous investissons assez lourdement. Vous avez cité les Aubrais, je pourrais vous citer Vénissieux, Valenton, j'espère Avignon dans quelques années. Il y a également d'autres sujets techniques, comme tout ce qui concerne les sillons, la qualité des sillons, la disponibilité des sillons, tout ce qui concerne la régularité. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autre chose qui me paraît absolument nécessaire. Ces éléments techniques sont absolument nécessaires, mais ils ne sont peut-être pas forcément suffisants. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est une sorte de changement commercial et culturel, passer d'une culture du déclin, que l'on a peut-être intériorisé après 35 ans de baisse du trafic, à une culture de la croissance, à une culture du développement. Et je vais illustrer ça avec quelques points. Premier point, quand nous discutons avec les chargeurs, ce qui est toujours très intéressant, c'est de discuter avec des chargeurs qui ne sont pas dans le ferroviaire. Et Gilles, tu l'as dit tout à l'heure, ils sont demandeurs. Ils ont un intérêt, ils ont des actionnaires qui les poussent à le faire. Et ils nous disent, nous ne sommes pas sollicités par le ferroviaire. Alors, évidemment, il y a de la responsabilité des entreprises ferroviaires, mais nous, chez SNCF Réseau, nous prenons ça très sérieusement et nous pensons que c'est notre devoir d'aller démarcher les chargeurs pour d'abord écouter leurs besoins, leurs attentes, et puis faire acte de pédagogie, essayer d'expliquer le fret ferroviaire, comment ça marche, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut peut-être être plus difficile à faire, combien ça coûte, quel est le modèle économique qui va avec. Et donc, dès le mois de juin prochain, nous commençons un vaste tour de France qu'on a qualifié Régiofrets pour aller région par région à la rencontre des chargeurs. Le deuxième volet, c'est que rencontrer les chargeurs, les écouter, leur parler du ferroviaire, c'est très intéressant. Mais ensuite, il faut envisager l'étape d'après, qui est l'étape de l'accompagnement vers le report modal très réel, très concret. Et de ce point de vue, nous travaillons sur plusieurs volets. D'abord, un volet de formation. Et nous tirons profit, avec le soutien de l'ADEME, justement, du projet Remove, qui nous permet de faciliter l'accès à la formation sur le fret ferroviaire. Nous fournissons des études de capacité en particulier. Comment est-ce qu'un chargeur, avec une entreprise ferroviaire, peut obtenir de la place sur le réseau pour faire circuler un train. Et puis nous avons également des discussions sur les embranchements pour ceux qui souhaitent avoir une installation d'embranchement qui les amène jusqu'à leur site industriel. Enfin, le troisième et dernier élément qui me paraît important, c'est celui de la connaissance du marché. Je crois que dans le domaine du ferroviaire et peut-être dans le domaine du fluvial, on ne partage peut-être pas forcément suffisamment d'informations sur la nature du marché, de nos marchés. Il y a beaucoup d'informations finalement concernant le secteur routier, les trafics. Cette information est peut-être moins facilement disponible. Et depuis quelques années, nous avons beaucoup plus d'échanges avec VNF, avec le GNTC, je salue Aurélien Barbet qui vient rentrer dans la salle, pour mettre en place des partenariats, pour échanger des informations sur nos marchés,
pour publier des indicateurs sur le trafic, son évolution, sur le report modal. Et également, pour nous, ce qui est très important, c'est de mener ces études de marché très détaillées à horizon 3 ans, 5 ans, pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. La croissance est là. Nous avons été habitués à nous organiser en supposant que le marché allait être plat, voire en déclin. Maintenant, il faut anticiper une croissance. Ça suppose des investissements, ça suppose d'organiser différemment nos travaux, la conception de nos sillons, etc. Et donc, ces dernières années, nous avons lancé des études de marché, ce que nous appelons dans notre jargon des scénarios de mobilité, pour essayer d'envisager ce que sera le marché en 2026. Donc voilà, in fine, j'insiste lourdement sur ce besoin de passer de cette culture du déclin vers une culture de la croissance, avec tout ce que ça signifie de contact commercial et de développement de données et d'échanges d'informations partagées entre tous les acteurs de la filière. Merci. Et ces scénarios dont vous venez de parler, dont tu viens de parler, ils confirment cette forte demande? Oui, alors cette forte demande est confirmée, notamment dans le transport combiné. Je ne donnerai qu'un seul chiffre, le transport combiné ferroviaire, enfin le transport combiné a connu une croissance de 60% depuis 2017. C'est gigantesque. Alors on espère que ça va continuer sur le même rythme pendant plusieurs années. C'est toujours une croissance à 2 chiffres tous les ans. Axe par axe, ça se vérifie partout. Nous anticipons une croissance un peu partout. Il y a certains axes qui connaissent une croissance encore plus importante. J'aime à citer un exemple. C'est tout l'axe qui va de Perpignan jusqu'à la Lorraine et le nord de l'Europe, qui est largement stimulé par les progrès considérables que nos amis espagnols ont fait sur leur réseau. Tout le réseau espagnol de la frontière française jusqu'à l'extrême sud de l'Espagne, la façade méditerranéenne a été modernisée avec un écartement international, une électrification 25 000 volts, et ça permet de faire en sorte qu'une part assez importante de ce flux massif de marchandises qui jusqu'à présent venait par la route en France et vers le nord de l'Europe est en train progressivement de basculer vers le fret ferroviaire. Et il nous faut nous mettre en mesure, en capacité d'absorber cette demande de fret ferroviaire. Et donc cet axe qui va de Perpignan vers la Lorraine est celui qui pour nous va connaître la croissance la plus forte, mais il y en a d'autres. Qui dit culture de la croissance dit aussi répondre à la demande donc des chargeurs et une forme d'urgence, parce qu'eux veulent aller assez vite. C'est ce que révèlent pas mal d'enquêtes aujourd'hui. Donc il y a les sillons, mais il y a aussi les terminaux. Est-ce que vous pouvez vous aussi accélérer sur ces réponses à la demande en matière de modernisation de terminaux, de construction de nouvelles infrastructures? Est-ce que vous êtes aussi organisé pour répondre à cette urgence-là de la demande? Alors, je suis tout à fait d'accord pour dire que s'il y a bien un investissement qui est prioritaire pour assurer le report modal et la croissance du fret ferroviaire, ainsi que la croissance du mode fluvial, c'est celui des terminaux du transport combiné. Nous en avons un peu moins de 20 que nous détenons. Il y en a d'autres comme Dourges qui sont détenus par d'autres acteurs. Oui, il y a une capacité à accentuer la capacité de ces terminaux qui sont très largement utilisés. Aujourd'hui, on est un peu à la limite de la capacité de ces terminaux. Donc nous investissons plusieurs dizaines de millions d'euros par an, pas par an, mais d'ici 2030 sur ce sujet-là. Le plus simple à court terme, c'est d'investir dans ce qui existe, mais nous partageons l'avis du secteur qui consiste à dire que ça ne suffira pas. Il faut de nouveaux terminaux et il faut planifier leur construction rapidement. Certains citent le chiffre de 15 nouveaux terminaux à construire d'ici 2030. Je ne sais pas si nous parviendrons, mais en tout cas, c'est un ordre de grandeur qui me paraît tout à fait raisonnable, une bonne base de travail. Donc, l'État est en train de coordonner cela via un schéma directeur du transport combiné qui a vocation à être rendu disponible cet automne. Je crois qu'il faudra agir rapidement une fois que ce schéma directeur sera connu. Jean-Marc Zolesi, que penser de cette culture de la croissance et de cette disponibilité des acteurs? Non, mais on peut forcément apporter son approbation à ce discours d'une croissance qui est durable.
puisqu'il s'agit d'investir dans un transport dit décarboné. Mais je pense qu'on a 3 enjeux très importants. Le premier, c'est d'accompagner convenablement déjà les moyens qui ont été mis notamment sur des infrastructures existantes. Je pense notamment à ce qu'on a fait sur la gare de triage de Miramas, où on est arrivé à mettre des moyens assez intéressants. On parle de 20 millions d'euros pour régénérer cette gare de triage qui est stratégique sur le plan national. Le deuxième volet, c'est le sujet des sillons, parce que à l'heure où, moi le premier, je souhaite plus de trains de proximité, du TGV, du fret ferroviaire, des trains de nuit. Forcément, sur une infrastructure donnée, il faut des priorités. Donc là aussi, il faut un discours très clair de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on est en capacité de répondre à la demande sur ces sillons. Et puis le troisième point, c'est le sujet de la compétitivité. Et donc sur ces sujets de compétitivité, je pense que le débat autour des péages ferroviaires est aussi à mettre sur la table. Durant la crise sanitaire, on a fait des aides assez intéressantes à la fois sur l'aide à la pince, mais aussi sur des baisses de péages ferroviaires. Moi, je pense que le débat doit être mis sur la table au regard de ce que Fret et SNCF, mais d'autres acteurs sont en capacité de faire pour avancer dans cette croissance. Yann Tréméac. Je vais rebondir sur ce que disait monsieur le député. Je pense que la crise sanitaire, la crise géopolitique qu'on vit, c'est vraiment des révélateurs et aussi des accélérateurs de tendance. Je vais revenir aussi sur un point. La question, est-ce que le ferroviaire et le fluvial sont des alternatives? Non. Face aux enjeux du réchauffement climatique, c'est des nécessités. Nécessités pour décarboner le secteur des transports. On a parlé d'ailleurs même des trajectoires de décarbonation de ces modes, du fluvial, avec des travaux sur les carburants alternatifs, comment on fait évoluer, d'ailleurs qui pose une question, qui soulève une question, qui amène aussi des réponses en matière de souveraineté énergétique potentiellement. Donc c'est vraiment un enjeu majeur aussi pour le secteur et pour la France. On a parlé du report modal, juste un point d'ailleurs, on a parlé des lieux de multimodalité, des plateformes multimodales, des centres trimodaux qui sont des lieux fondamentaux pour agir concrètement et faire de la multimodalité. Je pense qu'il ne faut pas non plus négliger tout ce qui va être les lieux de multimodalité virtuelle, donc tous les outils numériques pour accompagner cette multimodalité. Au même titre, par exemple, on parle de MaaS pour le transport de voyageurs. Pourquoi on ne parlerait pas de MaaS ou de LaaS, il y a ces termes qui existent pour le secteur des transports de marchandises. En revanche, il y a un point, alors je vais réagir un petit peu à cette question de la culture de croissance. Oui, pour la croissance de ces modes, du ferroviaire, du fluvial. Mais il faut aussi collectivement, on se pose la question de la sobriété, d'une sobriété souhaitée, d'une sobriété désirable. Je vais prendre juste 2 exemples pour ne pas être trop long. On ne parle pas de décroissance, on parle de comment finalement on a des leviers qui vont être des gains de productivité. L'éco-conduite par exemple. L'éco-conduite, c'est un moyen de réaliser le même service en consommant moins et finalement en dépensant moins. Donc avec une meilleure maîtrise énergétique, pour autant on réalise le même service. La mutualisation peut être aussi un vecteur, c'est un comportement qui relève de la sobriété. Donc le sujet, c'est comment on va agir sur les comportements pour renforcer, se diriger vers une sobriété souhaitée et désirable. Et finalement, il y a aussi une question qu'on peut se poser, c'est, on parlait de la lenteur de ces modes de transport, mais quelle est la vitesse souhaitée, la vitesse nécessaire pour les donneurs d'ordre? De revenir un peu sur la culture dominante du juste à temps et peut-être d'avoir un équilibre entre les stocks et puis le flux trop tendu. Chris Danarajou. Oui, pour compléter par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est une nécessité écologique, mais c'est aussi une nécessité en termes de massification de flux, quoi, en fait. On oublie souvent de le dire, mais le fluvial, c'est une barge fluviale. Aujourd'hui, sur l'axe Seine, ça peut représenter jusqu'à 250 camions, quoi, en fait. Donc, en une seule fois, vous pouvez transporter l'équivalent de 150 camions, quoi, en fait. Et quand vous voyez effectivement la situation qu'on a pu connaître en 2021 et 2022, quand effectivement, on a eu un regain de croissance et de consommation et donc une saturation effectivement des modes de transport, en particulier terrestres, le fluvial, le ferroviaire ont constitué des vraies alternatives pour effectivement massifier cette marchandise et sortir cette marchandise dans des meilleures conditions. Alors évidemment, en fait, la route aura toujours une certaine souplesse parce que effectivement, c'est plus facile de sortir les choses par la route. Le mode massifié nécessite d'être organisé, d'être géré un peu différemment,
pour pouvoir avoir ces gains de productivité et pour pouvoir effectivement tirer la substantifique moelle finalement en fait de ce mode qui est à la fois qui permet cette massification, qui permet une certaine résilience et une fiabilité aussi dans les temps de transport, quoi, en fait. Vous parliez des modifications dues à la crise sanitaire. Il y a aussi les aménagements urbains qui modifient pas mal la donne avec des arrivées dans les métropoles qui sont difficiles. Est-ce que ça, c'est pas le paradis de la logistique fluviale ? Oui, et vous avez raison de le souligner. Aujourd'hui, la logistique fluviale permet de faire, je ne dirais peut-être pas le dernier kilomètre, mais au moins l'avant-dernier kilomètre, d'aller jusqu'au cœur finalement des cités. Et là encore, en fait, le réseau qu'on a pu créer avec la création d'Aropa Port aujourd'hui, c'est 70 ports rien que dans la région Île-de-France. Donc on peut desservir effectivement le cœur de la consommation parisienne, quoi, en fait, hein, jusque effectivement au plus proche en fait du consommateur final. Et associé à ça effectivement, enfin des modes plus doux de transport avec des triporteurs ou des véhicules électriques, on peut effectivement avoir une chaîne carbonée de bout en bout. Un exemple qui a été cité ce matin, en fait, un grand distributeur de meubles suédois utilise effectivement, a recours aujourd'hui à la logistique fluviale pour faire ce dernier kilomètre, quoi. Donc effectivement, s'ils optent pour cette stratégie-là, ça veut dire que ça marche, effectivement. Et ça n'est pas du bricolage, c'est une solution pérenne. Logistique fluviale, Lionel Rouillon, il y a des chiffres de croissance aujourd'hui, il y a des perspectives ? Alors, on voit bien que depuis 2 ans, on a de plus en plus de villes qui lèvent la main pour regarder comment on peut faire de la logistique urbaine fluviale. Ça a commencé, et déjà à un moment, avec Franprix sur la région parisienne, mais avec quelque chose qui était subventionné en fonctionnement. Depuis 2-3 ans, on a quand même une bascule où on voit des modèles émerger qui ne sont plus subventionnés en fonctionnement, mais qui sont autoporteurs et rentables. Ça a commencé à Strasbourg, ça s'est poursuivi à Lyon, on voit sur Paris maintenant où ça commence à émerger. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes segments de marché, mais où ça commence à émerger au-delà du BTP qui était traditionnel de manière assez forte. Et au total, on a maintenant 13 villes avec lesquelles on est en discussion, soit nous, soit nos amis de la CNR, soit Aropa, ou les deux, sur comment on réussit à mettre en place des circuits complets de logistique urbaine fluviale. Alors, quand même avec 2 petits cailloux dans la chaussure. Le premier, c'est de réussir à trouver des entrepôts qui soient à moins de 2 heures de navigation du centre, parce que ça permet de faire plusieurs rotations dans la journée, et donc par définition, ça offre beaucoup de souplesse au client final. Et puis, le deuxième, c'est d'amener des flux massifiés à un moment dans ces entrepôts. Et c'est un des axes qu'on va regarder avec nos amis d'SNCF Réseau pour voir comment on peut organiser justement les 2 réseaux du port maritime jusque, le cas échéant, l'entrée d'une ville, et puis derrière, la logistique urbaine fluviale qui arrive au cœur de la ville avec un triporteur ou avec un véhicule électrique en bout de chaîne. Merci beaucoup. Je vois le temps passer très vite, ce qui est plutôt bon signe. Mais je voudrais vous donner la parole. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous aurait une question, une remarque à formuler à propos de ces débats, monsieur ? Bonjour, Hubert-Marie Bouillet, FM Logistique, donc un transporteur routier. Donc déjà, je trouve ça très bien parce que c'est la première fois que la SITL consacre autant d'opportunités au report modal. Je trouve exactement très intéressant ce que vous disiez, Monsieur Mazato et Monsieur Rouillon, la façon avec laquelle des gestionnaires d'infrastructures se transforment un petit peu à l'image des administrations allemandes vers des fournisseurs de services. Donc ça, c'est super. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Maintenant, mon constat, vous l'avez peut-être fait aussi, c'est que sur ce salon, les transporteurs routiers n'exposent plus. Et c'est dommage parce que ce sont du coup... Alors, ils sont certainement comme moi dans les allées, mais je pense qu'il faut qu'on favorise le maximum les opportunités de fertilisation croisée, d'échange. Parce que on a besoin, nous, de connaître vos fonctionnements et réciproquement, vous-même, vous avez besoin de comprendre les nôtres. Donc un peu à l'image de ce que vous dites, Monsieur Mazato, sur Regiofret, je pense que c'est vraiment important de multiplier les occasions d'échange et de compréhension réciproque. Parce que vous avancez volontairement
et il y a peut-être des demandes dont nous n'avons pas, nous, connaissance et inversement. Voilà. Merci pour votre commentaire. Paul Mazato, un commentaire sur le commentaire? Oui, un commentaire rapide. Je suis complètement d'accord avec vous. Je ne citerai qu'un seul chiffre. Compte tenu de la croissance actuelle du transport multimodal, il est à peu près certain qu'avant 2030, plus de la moitié du transport ferroviaire sera associé à un transport rail-route. Donc le transport routier est absolument indispensable pour le succès du multimodal. Et sur votre deuxième partie d'intervention, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, nous, du côté ferroviaire, nous connaissons très mal le transport routier. J'ai eu une discussion récemment avec plusieurs de mes collègues. Quelles sont les perspectives d'évolution de transport routier de long parcours à horizon 10 ans, 20 ans? Nous ne savons pas. Et moi, j'appelle de mes voeux effectivement également un partage d'informations pour que les uns et les autres connaissent les défis de l'autre mode. Nous avons beaucoup d'échanges avec le fluvial, par exemple. Ce serait bien qu'on ait le même genre d'échange avec le routier. Lionel Rouillon. Alors, juste sur ce point, 100% d'accord. De fait, on vient de signer il y a un mois une convention avec l'OTRE exprès justement pour mieux se faire connaître. On envisage de faire le même avec la FNTR. Et de toute manière, on analyse que le secteur manque d'un point, c'est que on voit bien qu'il y a différents segments. Chaque segment travaille en fait un peu dans son Silo. coordonnage, silo. On essaie de décloisonner, mais en fait, il manque un type d'acteurs qui sont des intégrateurs. Il y en a quelques-uns qui émergent, mais on n'en est pas encore. Les commissionnaires sont Oui. a priori faits pour ça. C'est vrai, mais des commissionnaires qui ont les trois à leur portefeuille, les trois modes, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et quand ils ont les trois, ils ne sont pas forcément nationaux à ce moment-là. Ils vont être forts dans l'Est de la France, ils vont être forts. Or, ce qui est intéressant, quand vous combinez les trois modes, c'est justement de pouvoir amener du flux vers le cœur de l'Europe, d'un coup d'un seul, de manière fluide. Yann Tréméac. Moi, je voudrais juste vous remercier pour votre commentaire, parce que pour deux raisons. Enfin, surtout pour une, c'est vraiment ce qui a motivé la création du programme Remove avec les acteurs du fluvial, les acteurs du ferroviaire, les acteurs du maritime, du portuaire et les acteurs on va dire, les donneurs d'ordre de la logistique et du transport routier. Donc merci, parce que c'est vraiment au-delà de pouvoir créer, de pouvoir concrétiser du report modal, la vraie vocation politique, si je puis dire, de ce programme de certificat d'économie d'énergie, c'est vraiment de se réunir ensemble, de faire se réunir les acteurs, de faire se parler les acteurs, de faire se connaître les acteurs pour rendre possible et concret cette question du report modal. Merci. Peut-être un micro peut arriver à monsieur. Madame va vous donner le micro. Merci beaucoup. Une courte question parce qu'on arrive au terme. Oui, justement, juste pour rebondir sur un mot-clé que le dernier intervenant a mentionné, c'est l'intégration multimodale. Bon, moi, je ne représente pas le ministère des Armées, mais je suis venu personnellement juste pour écouter et échanger. Je travaille au Centre de soutien opération et acheminement, et donc nous pianotons sur tous les types d'acheminement. Donc le fluvial, c'est une expérimentation que nous allons lancer bientôt, parce qu'effectivement, pour toutes les thématiques, c'est peut-être une possibilité. Simplement, je voulais revenir sur fret SNCF, puisque effectivement nous sommes clients. Et par rapport au réseau routier, c'est la logistique de l'urgence. Autant dans les appels d'offres, vous pouvez avoir du J+1, J+2, J+3 avec le transport routier, mais avec la SNCF, nous cherchons à réduire effectivement, dans le cadre de la planification et la réservation des sillons, ce créneau. Donc on ne répond pas sur les mêmes marges d'urgence. Et autant, en revanche, le fluvial et la SNCF nous permet de massifier. Donc une fois que nous avons chargé, on peut faire de la logistique de masse. Mais c'est surtout, ce que ça exige, c'est une planification en amont, ce qui n'engendre pas, je dirais, c'est pas les mêmes contraintes avec le routier. Et donc en fait, les offres ne sont pas les mêmes entre le routier, le fluvial et la SNCF, pardon, le ferré. Voilà, et en fait, il y a vraiment une complémentarité modale dans le cadre de l'intégration. Bien évidemment, tout ce qui a été dit, vous ça répond effectivement, oui, j'abonde, effectivement, mais ça ne répond pas aux mêmes besoins, en fait. Voilà. C'était juste un commentaire personnel. Et vos propres besoins étant très spécifiques,
également. Oui, tout à fait, mais les critères qui sont mentionnés ici correspondent à l'actualité et les armées sont obligées effectivement de s'y... En revanche, il y a aussi une autre affaire, c'est le passage des frontières, la réglementation juridique, et ça, il faut le tenir compte, et je pense que le ferré et le fluvial, peut-être effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Si le micro peut venir juste devant, madame, une question, et ce sera la dernière d'Éric Demangeon. Merci. Alors, ce sont deux questions très rapides et puis ensuite, c'est une remarque. J'ai l'impression qu'on compare des modes sans vraiment prendre en compte les caractéristiques de leur mode, de ces modes. Par exemple, vous dites 3% de part modale pour le fluvial, mais tous les départements ne sont pas mouillés. Il faudrait quand même, je suppose, parler de répartition modale qui soit compatible. Et donc, on trouverait que la voie d'eau, sans doute, a une part modale supérieure à 3%. Alors, je ne connais pas ce chiffre, si vous le connaissez, c'est intéressant. Vous avez parlé des Aubrais, vous avez dit, nous avons d'autres plateformes en projet, si vous avez la gentillesse de nous le dire. Et puis enfin, c'est une remarque, c'est une approche systémique. Je pense qu'on ne peut pas travailler sur le report modal si on ne travaille pas sur la gestion des stocks, la gestion des délais et donc la localisation des zones logistiques. Donc travailler sur le report modal, en fin de compte, seul, c'est un peu ce que vous avez dit, ne pas regarder qu'un seul sillon. Là encore, c'est une chaîne peut-être plus globale qu'il faut intégrer, et notamment des stocks. Merci Eric pour cette remarque. Alors les deux questions dans l'ordre. Est-ce qu'il y a un hit parade des régions ou des départements en matière fluviale? Et si oui, quelle est la part la plus forte en France? La première question, oui, on a effectivement regardé ça parce que la comparaison sur une partie seulement de la France versus toute la France pour le reste, fatalement, c'est biaisé. Enfin, on ne peut pas éviter qu'il y ait ce raccourci. Cette moyenne. Alors, sur les zones mouillées, c'est-à-dire les zones traversées par du fleuve grand gabarit, on a des parts modales qui sont comparables à ce que vous trouvez en Allemagne, c'est-à-dire entre 15 et parfois jusqu'à 30%. Si vous rapportez ça, si vous dites, tiens, si on avait le même réseau grand gabarit en proportion qu'en Allemagne, par exemple, on pourrait facilement tutoyer les 10%. Il se trouve que nous n'avons pas exactement le même réseau, etc. On était le premier réseau d'Europe avant-guerre, et puis allez savoir pourquoi, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, ça s'est arrêté, ça s'est juste arrêté. Il y a eu quelques tentatives pour reprendre sur le canal Rhône-Rhin, sur le canal Saône-Moselle. Ça a été arrêté pour des raisons qui, comment dire, j'aime bien ce mode, mais j'aime pas que ça passe par ma circonscription à l'époque. Donc voilà, ça a été arrêté pour ça, ça pourrait reprendre. Pour l'instant, on a Seine-Nord Europe qui est en phase de construction. Il faut déjà avancer là-dessus, on pourra commencer à regarder d'autres modes après. Mais c'est vrai que de mettre une ligne fluviale directe entre la Méditerranée, par exemple, et le cœur de la Roure, c'est tentant. C'est tentant. Christine Morel. Oui, juste pour compléter ce que Lionel vient de dire, je pense qu'il est important, c'est vraiment intégrer tout le monde dans le dispositif de développement, donc y compris les collectivités qui doivent bien se rendre compte qu'à partir du moment qu'il y a du trafic, que ça doit forcément passer un moment ou un autre par eux, et ça doit être validé par la population aussi pour que ça puisse réussir. Il n'y a pas d'opposition à certains aménagements, voilà, et qui retardent effectivement les travaux. Il y avait une question sur les terminaux. Vous êtes tous les deux concernés. La suite après les Aubrais? Je peux répondre rapidement. Concrètement, en ce moment, il y a un gros projet qui est en cours de réalisation à Vénissieux, près de Lyon. De mémoire, la capacité du site de Vénissieux pourrait être doublée avec ce nouveau projet. Le suivant, c'est celui que nous avons évoqué tout à l'heure avec l'ouverture d'un chantier de transport combiné près d'Orléans aux Aubrais. Le troisième sur notre liste est très important, c'est à Avignon, qui est un chantier clé pour l'ensemble du système de transport combiné en France.
Là, c'est un peu moins mûr. Nous sommes dans la phase de recherche de financement. Nous savons très bien ce que nous voulons faire, mais nous n'avons pas encore bouclé le tour de table. Et puis, nous avons encore d'autres projets, mais là, qui ne sont pas suffisamment mûrs pour que je puisse en parler aujourd'hui. L'année prochaine, si tout va bien. Chris, un mot? Oui, non, mais pour compléter ce qui vient d'être dit, enfin, nous, le travail est aussi en cours, en fait, mais nous, notre hinterland naturel, en fait, sans surprise, effectivement, en fait, c'est déjà la région francilienne et le sud de la région francilienne et l'est de la région francilienne, où on sait qu'il y a effectivement un gros potentiel, effectivement, de chargeurs, de logisticiens. On a évidemment, effectivement, le Val-de-Loire, qui est aussi un hinterland naturel d'Aropaport. Après, effectivement, on regarde aussi d'autres destinations possibles dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sud de Vierzon, puisqu'on a déjà des liaisons vers Vierzon, vers Clermont, et aussi dans la région à Nouvelle-Aquitaine, bien entendu. Un mot de conclusion, monsieur le député, sur ces échanges. Dans quelques semaines, quelques mois, la représentation nationale aura probablement son mot à dire sur la programmation des infrastructures. Est-ce qu'il faudra prendre en compte cette dynamique qui était exposée aujourd'hui? Vous savez que moi j'ai formulé le vœu que la représentation nationale puisse débattre de cette programmation pluriannuelle dans les transports, investissement dans les transports, suite notamment au Conseil d'orientation des infrastructures. Une chose est sûre, c'est qu'on a montré pendant l'heure de débat que tout était réuni pour que la France soit une grande nation en matière de transport fluvial et de transport ferroviaire, en n'opposant en aucun cas les différents modes, mais en travaillant sur leur complémentarité. Donc moi, je suis convaincu qu'au-delà du débat que nous aurons dans les semaines à venir sur les investissements, que la représentation nationale sera répondre présente, au-delà, bien entendu, des courants politiques, de sorte à ce que nous puissions vous donner, au final, vous fournir le terreau qui soit là pour la transformation de nos modes de transport. Dans tous les cas, comptez sur l'engagement de la Commission développement durable et aménagement du territoire pour être à vos côtés. Merci beaucoup. Si ces débats vous ont intéressé, il y en aura d'autres demain, et notamment jeudi aussi, avec une journée qui commencera par la présentation du baromètre du fret ferroviaire, avec notamment Anne-Laure Noat qui est ici dans la salle, et d'autres conférences toute la journée de jeudi sur le fret ferroviaire. Donc je vous encourage à y venir. Je crois qu'on peut remercier Madame et Messieurs pour leur participation. Merci pour votre présence et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne suite de salon.